Les gibbons. Ils semblent s'être échappés d'un de mes rêves d'enfance. Voilà bien longtemps qu'ils me fascinent, que je les traque. Pas d'anthropomorphisme, disent les zoologistes. Mais cela est difficile avec des rêves. Les gibbons appartiennent aux singes que l'on appelle anthropoïdes en langage courant ou anthropomorphes. Ce sont des singes qui, par certains caractères, sont plus évolués que les petits singes, comme les cynomorphes, par exemple le macaque, et lesquels anthropomorphes sont constitués d'une part des pongidés, c'est-à-dire du chimpanzé et du gorille qui habitent en Afrique, de l'orang-outan qui habite en Asie. Les singes anthropoïdes sont plus près de l'homme que les cynomorphes, mais cependant, ils ont une évolution tout à fait différente, et l'ancêtre commun de l'homme et des anthropoïdes est extrêmement éloigné. Michel Goustard étudie les gibbons depuis de nombreuses années. Plusieurs ont vécu ici en Île-de-France, dans son laboratoire d'éthologie. On trouve les gibbons essentiellement dans l'Asie du Sud-Est, depuis le sud de Bornéo jusqu'à la Thaïlande et au Laos. Pays d'Asie du Sud-Est, la première étape pour retrouver mes gibbons est le zoo de Bangkok. Deux caractéristiques les distinguent des chimpanzés ou des gorilles et des orang-outans. C'est parce que, premièrement, ce sont des animaux monogames, ils vivent dans des groupes monogames. Or, ce sont les seuls singes de l'ancien continent, les cathariniens, qui vivent dans des groupes monogames. Et dans ces groupes monogames, ils y font quoi? Ils ont une manière de cohésion sociale. Ils sont un type de groupement dans lequel le mâle et la femelle ont des rôles particuliers. Et ces rôles particuliers se manifestent d'une manière tout à fait spéciale par leur vocalisation. Et je crois que les vocalisations des gibbons sont exceptionnelles. C'est grâce à ça que dans les arbres, ils ne se voient pas, ces gibbons. Ils sont cachés par les feuilles, mais dans leur déplacement, ils ne peuvent se suivre que par ces vocalisations très riches qui déterminent leur cohésion, qui font en sorte que les animaux ne se perdent pas de vue. C'est aussi les vocalisations par lesquelles ils font en sorte d'empêcher les autres groupes voisins d'interférer, de venir dans leur propre territoire. S'ils marchent sur le sol, ils marchent en station droite. Ils ne sont pas faits pour marcher sur le sol. Parce qu'ils ne sont pas faits pour marcher sur le sol, de sorte que, si vous voulez, du point de vue de l'évolution, c'est intéressant de savoir que l'ancêtre de l'homme n'a pas été un arboricole. Parce que les gibbons ont des membres antérieurs beaucoup plus grands que les postérieurs. Alors que chez l'homme, c'est la condition inverse. Ce sont les grandes vocalisations des gibbons. Ce sont les grandes interactions des gibbons.
Les émissions sonores des femelles, ce sont des réactions qui sont surtout, dans ce cas-là, des réactions d'antagonisme territorial. Autrement dit, quand elles voient arriver une autre femelle, ou même une femelle humaine, si j'ose dire, il y a un transfert. Elles émettent des cris comme si des femelles d'un autre groupe approchaient de leur propre groupe. Et c'est pour ça qu'elles émettent ces sons-là. Les tendances en conflit approchent évidemment, donnent lieu à une réaction, qui est cette réaction de substitution, qui est le grattage du visage ou la succion du pouce. Gibbon perturbé par les présences humaines, la plupart des gestes que j'observe dans ces cages sont des comportements de substitution. Oui, toutes ces attitudes attendrissantes ne sont que les signes de troubles psychiques dus à la captivité. Même ces virevoltes que j'aime tant. Pour vraiment connaître les gibbons, je dois partir pour la forêt, là où ils vivent en liberté. Il n'y a pas de rapport entre les singes et les éléphants. Cependant, il y a des analogies de comportement. Vous venez de voir une femelle plus âgée et une femelle plus jeune ensemble. Or, la femelle la plus âgée approche la plus jeune, fait l'inspection de la région anogénitale avec sa trompe, ce qui est intéressant. Ça veut dire qu'il y a là un comportement, une des deux femelles est dominante par rapport à l'autre. Les relations ne sont pas réciproques. C'est à dos de dominants et de dominés que nous allons quitter la vallée de la rivière Kwai pour nous diriger vers la frontière birmane. Le terrain trop escarpé, la végétation trop touffue, les éléphants ne peuvent plus passer, il faut continuer à pied. De jour en jour, nous traversons différents types de forêts. Feuillus, bambous, mais toujours forêt muette. La vie semble avoir fui. Comme après un cataclysme qui aurait préservé uniquement le décor, le paysage est vide. Seuls les insectes ont survécu.
Ici, on entendait des gibbons il y a 10 ans. Ici, on entendait des gibbons il y a 5 ans. Ici, on les entendait encore l'année dernière. Mais partout le monde des gibbons, la forêt recule, dévastée par la guerre au Vietnam, Laos, Cambodge, ravagée par la rentabilisation des terres à court terme en Thaïlande, Malaisie, Indonésie. Le monde des gibbons est en train de disparaître. Il faut s'enfoncer encore plus profondément dans les montagnes. Des écureuils, des macaques, des éléphants sauvages, mais toujours pas de gibbons. Je comprends votre dépit. Les gibbons sont très difficiles à voir parce que d'abord ils vivent dans des tout petits groupes qui sont répartis, des groupes monogames, qui sont répartis dans d'immenses territoires, parfois plus de 20, 30, 40 hectares, et d'autre part ils vivent dans la partie la plus élevée de la forêt, de sorte qu'on ne les voit pas. Et comme ils chantent très peu, le matin surtout, il est difficile d'essayer de les voir, de les localiser. Mais ce ne sont pas comme les chimpanzés et les babouins. Oh, c'est totalement différent des chimpanzés et des babouins. Les babouins vivent dans des groupes qui peuvent atteindre plus de 150 animaux. Les chimpanzés vivent dans des communautés qui comprennent jusqu'à 60 individus. Alors les gibbons vivent par groupe de 2, 3, 4, 5, 6 animaux au maximum. Pourtant, un matin, ce sont eux qui nous réveillent par leur chant. La veille, on les avait déjà entendus, mais impossible de les voir. Michel, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je suis en train d'émettre des vocalisations qui ont été enregistrées antérieurement et qui sont des vocalisations destinées à déclencher des vocalisations d'un chant d'un groupe de gibbons qui se trouve dans l'environnement. Et vous croyez que vous pouvez avec ça? Je pense que je le peux parce que je l'ai déjà expérimenté et je sais que je peux déclencher des chants de cohésion en ce sens que des animaux qui se trouvent dans l'environnement émettront à leur tour des sons et se regrouperont.
Michel, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les gibbons là? Ils sont en train d'émettre des duos. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est une particularité du comportement des gibbons. Le mâle adulte et la femelle adulte émettent des sons qui ont une structure acoustique différente. Les vocalisations du mâle déclenchent les vocalisations de la femelle et réciproquement. Mais les autres singes supérieurs ne le font pas, ça? Les singes supérieurs à ce degré-là ne le font pas. Les duos sont spécifiques des gibbons. Mais est-ce que l'émission de l'un peut influencer l'émission de l'autre? Les émissions du mâle adulte peuvent influencer les émissions de la femelle adulte, au moins en ce qui concerne le rythme d'émission. Le rythme d'émission peut être précipité, accéléré, ou au contraire ralenti. Mais alors ce ne sont pas alors des émissions stéréotypées alors? Ce ne sont pas des sons stéréotypés, ces émissions-là sont d'une certaine façon flexibles, plastiques et en relation pour une bonne part avec les facteurs de l'environnement. Michel, là, les gibbons, là, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, se dire? Les gibbons, à vrai dire, ne se disent rien. Ils expriment, ce qui est autre chose que de dire, ils expriment une émotion. Et cette émotion est une émotion qui est déterminée par notre présence, ou la présence d'un intrus éventuellement. Et ces vocalisations ont pour effet de regrouper les individus qui les émettent. Mais est-ce que le gibbon ne peut pas dire, par exemple, attention, voilà des hommes? Certainement que le gibbon peut émettre des vocalisations qui disent attention, que ce soit des hommes qui aient des vocalisations pour les hommes, je ne le crois pas, pour un intrus certainement. Et ça, c'est manifeste, je l'ai enregistré au Laos, chez les gibbons qu'on colore en liberté. Ils ont des cris d'alarme qui sont des cris spécifiques. Est-ce qu'on peut les répertorier, savoir tel cri veut dire ceci, tel autre? Absolument, c'est un travail que j'ai fait au laboratoire avec une équipe. Et est-ce qu'alors on peut reconstituer le vocabulaire et les mots des gibbons? Eh bien, le vocabulaire et le mot des gibbons, c'est peut-être trop dire, mais enfin, on peut au moins retracer, décrire, analyser un répertoire sonore. Alors est-ce qu'on pourrait dialoguer avec des gibbons si on connaît leur... Certainement, on peut au moins déclencher, en leur faisant émettre certains types de vocalisations, on peut leur faire émettre à leur tour des vocalisations qui sont des réponses au son qu'on leur envoie. Et quand les gibbons émettent respectivement, hein, eh bien, est-ce qu'on peut dire qu'ils dialoguent entre eux? D'une certaine façon, à condition de ne pas être trop anthropomorphique, on peut dire qu'il y a au moins une interaction sonore. Pas un dialogue au sens humain du terme, ils ne communiquent pas par des signes, ils communiquent par des signaux, ce qui est tout différent. Au cours de la journée, les gibbons se calment, leur chant se raréfie, c'est le temps des rapprochements sociaux.
Michel, qu'est-ce qu'ils font là, les gibbons? Les gibbons sont en train de faire de la toilette sociale. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les animaux manifestent le lien qui les unit l'un à l'autre dans le groupe social, et cette manifestation du lien se manifeste, se particularise par ces modifications, ces comportements qui sont des comportements de caresse, qui sont des comportements de toucher, et qu'on prend souvent pour être des manifestations d'hygiène sociale, mais non. Il s'agit surtout essentiellement de manifestations du lien social positif qui unit des animaux appartenant au même groupe. Mais regardez, là, ils se rapprochent, là. C'est pas une approche sexuelle? Ça n'a rien à voir avec une approche sexuelle, d'aucune façon. La vie sexuelle des gibbons n'est pas particulièrement intense, elle ressemble en ce sens-là à celle des gorilles. Il y a très peu de copulation chez les gibbons. Ils ont une période limitée pendant laquelle ils copulent entre eux. Et cette vie sexuelle commence pour les femelles vers l'âge de 10 ans. À ce moment-là, les menstruations apparaissent et elles peuvent copuler et avoir des enfants. Combien à peu près? Et pour les enfants, en moyenne, disons 4 ou 5. Quelle est leur espérance de vie aux gibbons? Les gibbons vivent une trentaine d'années en moyenne.